Alors, c'était bien ton week-end? Oh là là, mais c'était trop bien! T'as déjà entendu parler de Hannes, toi? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est un espace naturel sensible. Un peu comme une réserve naturelle, tu vois. En fait, les départements achètent des terrains pour protéger la nature qui s'y trouve. Et quand c'est possible, ils aménagent ces espaces pour que le public découvre les animaux, les plantes qui y vivent, mais aussi les paysages. Ah ok, ouais, je vois. Mais j'avoue, c'est pas trop mon truc tout ça, et puis j'y connais pas grand-chose. Ben moi j'adore les fleurs, les arbres, pas trop les insectes. Quoique un peu plus maintenant grâce à Steve. C'est qui Steve? Bah c'est l'animateur de Seine-et-Marne Environnement qui nous a fait découvrir le site naturel de Fera Botanica. Il nous a expliqué plein de trucs sur la nature ordinaire et la nature extraordinaire sur la biodiversité. Alors, l'intérêt d'un site naturel départemental, c'est aussi de favoriser et de maximiser la biodiversité. Qui dit biodiversité dit de nombreux milieux différents, car la biodiversité s'exprime dans plusieurs milieux. Allez, on va découvrir ça. C'est parti pour 6,5 km. Ah ouais, la biodiversité. On en a parlé au lycée. Et je m'en souviens. C'est l'ensemble des milieux naturels, donc comme les océans, les forêts, les prairies, mais aussi les liens qui existent entre les espèces végétales et animales qui y vivent. Et ben tu vois que t'en sais des choses. Steve nous a aussi parlé des continuités écologiques et de la trame verte et bleue. Ah oui, ça aussi on l'a étudié au lycée. On appelle ça des corridors écologiques parce que c'est souvent comme des couloirs qui permettent aux animaux de se déplacer pour se nourrir, se reproduire ou s'abriter. Et tout ça sans rencontrer des obstacles, comme les autoroutes par exemple. On est aussi sur un linéaire vert. On voit que justement ça fait des haies tout le long. Donc finalement une voie de chemin de fer, ça a une utilité, surtout quand elle a été réhabilitée de cette façon. Donc là on voit qu'il y a un beau linéaire, là, un corridor pour la faune et la flore, qui aussi peut se connecter plus loin avec le Grand Morin. Sur les pourtours, là, la végétation est beaucoup plus haute. Alors c'est volontaire, c'est justement pour laisser encore toujours la biodiversité s'exprimer. On voit tout un tas de graminées. On a aussi un rosier sauvage, qu'on appelle aussi communément églantier. On appelle ça le rosier des chiens. Ça n'a pas d'odeur. Et puis après, voilà, là, donc on a les fruits qui après vont rougir et ça donnera les cynorrhodons, qu'on appelle aussi poils à gratter. Donc on peut s'amuser, enlever et puis mettre dans le dos des autres. Steve nous a expliqué qu'en fait, la nature, elle nous rend aussi tout un tas de services gratuits. Ah ouais, sérieux? Du genre? Ben déjà, elle nous soigne et puis surtout, elle nous nourrit. On peut avoir des espèces intéressantes. L'origan. Donc l'origan là qui est là pas tout à fait en fleurs encore. C'est le début de la saison. Donc l'origan comme sur les pizzas. Voilà. Mais c'est pas la même espèce. Et d'ailleurs celui-là est beaucoup plus mentholé. Le niveau odeur, etc. Mais c'est très prononcé. Il est parfaitement comestible. On a aussi le panais. Donc le panais, comme celui qu'on consomme, donc là c'est les feuilles, donc avec l'odeur légèrement anisée, typique du panais. Et puis si on tire la plante en dessous, on aura une racine pivot. Donc on a de la carotte ici, avec une odeur très prononcée. Voilà, donc là déjà on trouve un intérêt, ne serait-ce que pour la biodiversité, et un intérêt aussi médicinal. On trouve beaucoup d'espèces médicinales dans ce type de milieu. Perso, je vais pas trop me nourrir dans les bois. D'où tu crois qu'elles sortent les fraises que tu manges? Bah, du supermarché. Non mais tu te rappelles comment ça pousse une fraise? Il faut un insecte qui pollinise la fleur de fraisier pour que le fruit apparaisse. Faut toujours que tu ramènes ta fraise, toi. Et ça marche pour quasiment tous les végétaux qu'on mange. Tu vois, c'est vraiment important de protéger la biodiversité. Ah, mais ouais, carrément. Et un espace naturel sensible, c'est un coin de nature dont il faut prendre soin. Ça, j'ai bien compris. Mais du coup, comment on peut lui rendre service, nous, à la biodiversité? On va mettre des ruches partout pour aider les abeilles? Oui et non. Steve nous a montré que la biodiversité, c'est pas que des abeilles. Il y a tout un tas d'autres insectes qui fécondent des fleurs et des légumes. Les mouches, les papillons, les moustiques, les punaises et tout.
Et il n'y a pas que l'abeille domestique, mais plusieurs centaines d'espèces d'abeilles, de bourdons, de guêpes sauvages. Elles aussi, elles aident les fleurs à se reproduire et à fabriquer des fruits. Ok, mais je fais comment pour aider toutes ces espèces? Ceux qui ont un jardin, ils ont juste à laisser un bout de leur pelouse pousser naturellement, tondre après l'été, et ramasser l'herbe tondue pour en faire du compost. C'est quoi le rapport avec les insectes et les fruits? Déjà, c'est super joli quand on laisse pousser l'herbe. Et puis, ça permet aux fleurs sauvages d'apparaître, de fabriquer leurs fruits et de libérer leurs graines. Comme ça, tout un tas de pollinisateurs sauvages peuvent se nourrir tout au long de la saison. Trop classe! En fait, on peut tous le faire. Sur son balcon, dans les espaces publics, les parcs. Ça fait comme un resto ouvert partout, même en ville, quoi. Y a plus qu'à construire un hôtel à insectes. T'imagines une sorte de maison avec plein de boîtes qui contiennent des tas de trucs, des briques creuses, des pommes de pin, de l'herbe séchée, des bûches percées, tout ça, quoi. Alors, l'idée vraiment de l'hôtel à insectes, c'est d'avoir un maximum de cavités où les insectes peuvent se cacher. Alors là, on peut faire des amoncellements de tas de bois, des brindilles, des branches, avec des morceaux de bambou qui sont déjà creux, donc qui vont permettre justement aux insectes de se cacher dedans. Ensuite, on peut faire des tas de cônes de pin, donc de toutes sortes, mais de préférence bien ouverts, qu'on accumule les uns sur les autres. Alors on met un grillage afin qu'ils ne puissent pas sortir de l'hôtel à insectes. On peut aussi mettre des amas d'écorce, où justement il y a plein d'autres insectes qui peuvent se cacher dessous, par exemple les perce-oreilles. On peut prendre les bûches qu'on perce. Avec une perceuse, on prend différents forêts pour faire des tailles différentes, toujours pour accueillir un maximum d'insectes de tailles différentes. Par exemple, là, les abeilles charpentières. Ce qu'on peut avoir, c'est des briques. Et ces briques aussi, elles peuvent accueillir parfois des lézards. Ensuite, là, on a un arbre mort qui est très intéressant aussi. Donc, il y a tout un tas d'insectes qui vont venir se mettre dedans, les insectes saproxylophages qui viennent aussi. Et puis, ça peut faire des habitats, des gîtes pour d'autres oiseaux. Quand on maximise un petit peu tous ces habitats, ça fait plein de micro-habitats, on va attirer toute une multitude d'insectes. Yes! Et grâce à cet hôtel, des insectes alliés naturels du jardinier s'installent dans les jardins, les potagers, comme les coccinelles qui raffolent des pucerons. Et on appelle ça les auxiliaires du jardinier. Mais tu sais tout, toi, hein? Moi non, mais Steve, oui! Et tu peux le retrouver en t'inscrivant aux animations de Seine-et-Marne Environnement. On peut aussi visiter un espace naturel sensible avec une association de protection de la nature, ou en famille ou entre amis. Moi, sérieux, le Vélora, j'y retourne dès que je peux. Ah oui, mais avec moi. Maintenant que tu m'as donné envie de regarder la nature autrement.